Bienvenue à tous. Jensen est ici, bien sûr, le PDG de NVIDIA, comme je l'ai mentionné au début de la journée. C'est le gagnant incontesté, le leader dans le monde de l'intelligence artificielle jusqu'à présent. Son entreprise alimente tout, d'OpenAI au programme de Google, Meta, tous sont en quelque sorte des amis ennemis. On en parlera. Il a fondé l'entreprise en 1993 lors d'un petit déjeuner chez Denny's avec deux amis. Depuis lors, en tant que PDG, il a mené NVIDIA à devenir l'entreprise de semi-conducteurs la plus précieuse au monde. L'action de NVIDIA a explosé, augmentant de 240% cette année, atteignant une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars. Et nous sommes tellement reconnaissants de l'avoir ici aujourd'hui, alors que nous essayons tous de comprendre ce qui se passe dans le monde de l'IA. Et je pense que de nombreuses manières, vous avez vu cela venir en premier, donc j'espère commencer par cela. Je disais que vous alimentez ce qu'OpenAI et ChatGPT ont été. Nous avons tous lu à propos d'OpenAI et de toutes ces tribulations à l'intérieur de cette entreprise et de cette organisation à but non lucratif. Et nous pourrions peut-être parler de certains des problèmes de gouvernance également. Mais vous avez livré, je pense que c'est de cela dont il s'agit. Il y a quelques années, je ne sais plus quelle année, vous avez livré les premières boîtes, les premières puces à Elon Musk, qui était l'un des fondateurs d'OpenAI. Que s'est-il passé? Eh bien, je lui ai livré le premier superordinateur AI jamais créé. Cela nous a pris 5 ans pour le fabriquer. Il s'appelle DGX et il est aujourd'hui partout dans le monde. Les gens pensent que nous fabriquons des GPU, mais ce GPU pèse 70 livres. Il est composé de 35 000 pièces, dont 8 de ces puces viennent de TSMC. Il est tellement lourd qu'il faut des robots pour le fabriquer. C'est comme une voiture électrique. Il consomme 10 000 ampères. Nous le vendons 250 000 $. C'est un super ordinateur, donc il faut un autre super ordinateur pour le tester. C'est un ordinateur unique en son genre. Et nous avons commencé à travailler dessus en 2012. Il m'a fallu 5 ans pour le construire. Au départ, je l'ai fabriqué pour nos propres ingénieurs et j'en ai parlé lors de l'une de nos conférences. Elon l'a vu et il m'a dit « Je veux un de ceux-là ». Et il m'a parlé d'OpenAI. Je connaissais aussi Peter Beal, un professeur de Berkeley qui était l'un des premiers membres d'OpenAI, ainsi qu'Ila Suk, que j'ai rencontré lors des premières années d'AlexNet, 5 ans avant cela. Il est impliqué dans tout le drame dont nous avons entendu parler récemment. Bref, j'ai livré le premier superordinateur AI au monde à OpenAI ce jour-là, et les gens ont pris des photos de lui. Elles sont quelque part sur Internet. Quand tu as fait cela, et que tu dis que tu ne l'as pas fait à l'origine pour lui, qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là, 5 ans avant même de le livrer, en 2012, quand tout a commencé? D'abord, AlexNet a fait quelque chose de remarquable. Voici un réseau neuronal. C'est un programme logiciel où la manière dont tu le programmes est de lui montrer les résultats que tu veux, ce qui est l'inverse de la plupart des programmes jusqu'à ce moment-là. Avant, les programmes étaient écrits par des ingénieurs et ensuite on testait pour voir si ça produisait les résultats escomptés. Mais ici, tu lui montres des exemples et tu lui apprends quels résultats tu attends. Lorsque nous avons vu les premiers résultats d'AlexNet, ils étaient tellement spectaculaires que Alex, Ila Suzer et bien sûr Geoffrey Hinton ont obtenu des résultats en reconnaissance de vision par ordinateur qu'aucun expert en vision par ordinateur n'avait pu atteindre avant cela. Donc, la première observation a été à quel point c'était remarquable. Mais ensuite, nous avons eu la chance de prendre du recul et de nous poser la question suivante. Quelles sont les implications de cela pour l'avenir des ordinateurs? Et nous avons tiré les bonnes conclusions, à savoir que cela allait changer la manière dont l'informatique allait être faite, cela allait changer la façon dont les logiciels allaient être écrits, et cela allait changer le type d'application que nous pourrions écrire. Est-ce qu'il y a eu une partie de toi qui a eu peur lorsque tout cela est arrivé? Tu viens de mentionner deux noms, Geoffrey Hinton ainsi que Ilya Sutskever. Et ce sont des noms d'ailleurs, si tu as suivi ce qui se passe, ils ont été très vocaux sur les dangers de l'IA, vraiment très.
J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé chez OpenAI ces dernières semaines. Mais il se peut très bien qu'il y ait eu un nouveau changement radical en termes de ce que cette technologie peut faire. Mais est-ce qu'il y a eu une partie de toi, en voyant tout cela se dérouler, qui s'est dit, mon Dieu, non seulement nous sommes à l'aube d'une révolution d'une manière incroyable, mais ceci est dangereux. Eh bien, non. Je dirais qu'il y a 12 ans, personne n'attendait les résultats que nous avons obtenus. Et je pense que quiconque aurait dit cela à l'époque aurait exagéré notre compréhension du taux de progression. Il n'y a aucun doute sur le fait que le taux de progrès soit élevé. Et ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est que, bien sûr, ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec ces modèles et l'intelligence sont liés, mais ce n'est pas la même chose. Vous savez, nous sommes très bons en perception aujourd'hui, et nous sommes très bons pour ces réactions instinctives et immédiates. Je reconnais que c'est un chien. Je peux terminer cette phrase, mais il y a tout un tas de choses que nous ne pouvons pas encore faire. Nous ne pouvons pas raisonner encore. Ce raisonnement à étapes multiples que les humains maîtrisent très bien, l'IA ne sait pas le faire. Et à quel point penses-tu que nous en sommes loin? Eh bien, on verra. On verra. Je pense que pratiquement tout le monde y travaille et tous les chercheurs y travaillent. Tout le monde y travaille. Nous essayons de comprendre comment prendre un objectif, le diviser en plusieurs étapes et créer un arbre de décision, puis descendre cet arbre pour déterminer quel chemin mène à la réponse la plus optimale. C'est ainsi que nous raisonnons à travers les choses. Comment nous itérons à travers un problème aujourd'hui, comme vous le savez. Mais vous faites des paris maintenant, en termes de technologie à construire et d'investissement à faire, pour où nous serons dans 5 ans, 10 ans, n'est-ce pas? Alors, vous savez, les gens parlent de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Penses-tu qu'en 10 ans, nous serons arrivés à ce point? Eh bien, selon la définition que vous en donnez, je pense que la réponse est oui. Et donc la question est, qu'est-ce que l'AGI? Si nous définissons l'AGI comme un programme informatique, un logiciel qui peut passer un grand nombre de tests, et ces tests reflètent l'intelligence de base, et en réussissant ces tests, délivre des résultats qui sont assez compétitifs par rapport à un humain normal. Je dirais qu'au cours des 5 prochaines années, vous allez voir des IA qui pourront réussir ces tests. Et concevoir les puces que vous fabriquez maintenant, oui, est-ce qu'il serait nécessaire d'avoir le même personnel qui les conçoit? En fait, aucune de nos puces ne serait possible aujourd'hui sans l'IA. Littéralement, les H100 que nous expédions aujourd'hui ont été conçus avec l'aide de nombreuses IA. Sinon, nous n'aurions pas pu insérer autant de transistors sur une puce ou optimiser les algorithmes à ce niveau. Et vous savez, les logiciels ne peuvent pas être écrits sans l'IA. Les puces ne peuvent pas être conçues sans l'IA. Rien n'est possible. Nous avons commencé par parler d'OpenAI et tout le monde se concentre là-dessus. Que penses-tu de ce qui s'est passé, le départ de Sam Altman, son retour, tout ça? Eh bien, tout d'abord, je suis heureux qu'ils soient stabilisés et j'espère qu'ils le resteront. C'est une équipe vraiment formidable, ils font un travail important et ils ont obtenu d'excellents résultats. Je suis simplement ravi qu'ils soient stabilisés. Cela rappelle également l'importance de la gouvernance d'entreprise. Prenons NVIDIA, ici, 30 ans après notre fondation. Nous avons traversé beaucoup d'adversités. Si nous n'avions pas structuré notre entreprise correctement, qui sait ce qui aurait pu arriver? Qui sait ce que nous aurions fait? Donc je pense que lorsque vous concevez une industrie, vous voulez appliquer une partie de cette sagesse à la conception d'une entreprise. Je suis vraiment fier de la gouvernance d'entreprise de NVIDIA d'ailleurs. Et si ce n'était pas pour l'architecture que nous avons établie quand j'avais 29 ans, cela aurait été compliqué. Cependant, vous êtes une entreprise à but lucratif. Ce qui est intéressant, je pense, dans cette dynamique, c'est que cette organisation fonctionne d'un point de vue de gouvernance comme une organisation à but non lucratif. Une des raisons pour lesquelles ils l'ont configurée de cette manière et qui pensaient que c'était dangereux. Elon Musk a dit que c'était dangereux au début, Elia a dit que c'était dangereux. Donc la question est, parmi cette multitude d'entreprises dans l'IA, pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir ces organisations à but non lucratif?
Pensez-vous que le système d'incitation est fondamentalement biaisé et devrait être à but lucratif? Beaucoup de gens pensent maintenant que les capitalistes ont pris le contrôle. Les régulateurs, eux, ne sont pas à but lucratif et nous devrions réglementer cela. D'abord, prenons du recul et réfléchissons à ce qu'est l'IA. L'IA est un système autonome. C'est un système autonome plus sophistiqué, un système d'information autonome. Aujourd'hui, il existe beaucoup de systèmes autonomes. Les voitures autonomes, par exemple, et dans certaines usines, il existe déjà des robots autonomes, des avions autonomes, des pilotes automatiques, des systèmes d'atterrissage automatique. Toutes ces capacités existent déjà. Nous devons nous assurer que nous appliquons les principes fondamentaux des systèmes autonomes de la même manière. Nous devons le concevoir correctement, le tester correctement, le soumettre à des tests de résistance, le surveiller. Il existe des systèmes de sécurité de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. La FAA, Federal Aviation Administration, pour le contrôle aérien, la redondance, la diversité. Il y a tout un tas de systèmes différents que nous devons mettre en place pour les systèmes autonomes. Il y a beaucoup d'industries dont nous pouvons tirer des leçons. Au début de tout ça, je parlais d'une situation un peu étrange qui se passe avec beaucoup d'entreprises qui utilisent vos puces, qui sont désespérées de les obtenir. Elles veulent vos GPU et en même temps, elles essaient aussi de construire les leurs. Honnêtement, je suis curieux de savoir comment tu évaluerais le succès des différentes entreprises dans l'espace de l'IA. On a quelqu'un de Google DeepMind ici aujourd'hui. Leur PDG, je suis curieux de savoir où tu penses qu'OpenAI se place. Il y a aussi Amazon qui essaie de se lancer. Je ne vais pas classer mes amis. Mais tu as une idée d'où ça se situe. Une partie de la question est d'ailleurs, je veux bien, mais je ne vais pas le faire. Je rigole. Mais il y a une question sur le fait de savoir si toutes ces choses convergent. C'est-à-dire si tout cela devient une sorte de produit banalisé. Non? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir des IA prêtes à l'emploi, des IA prêtes à l'utilisation, et ces IA seront vraiment bonnes pour résoudre beaucoup de problèmes. Mais vous allez avoir des entreprises dans le domaine de la santé, par exemple, qui vont avoir des IA super tunées, qui prennent ces IA prêtes à l'emploi et les rendent super efficaces pour la découverte de médicaments ou super efficaces pour la conception de puces. Je prends notre entreprise comme exemple. La grande majorité de la valeur de notre entreprise réside dans les données, l'intelligence et le savoir-faire qui sont à l'intérieur de notre entreprise. Et aucune de ces données n'est disponible sur Internet. Vous ne pouvez pas prendre une IA pour qu'elle vienne apprendre ces données. Et donc, je dois prendre une IA vraiment intelligente, c'est ce que nous faisons. Nous construisons une IA intelligente, puis nous lui apprenons comment concevoir des puces, comment écrire des logiciels, comment faire de la découverte de médicaments, comment faire de la radiologie. Laissez-moi vous poser une question géopolitique. Juste après ça, nous allons entendre le président de Taïwan et il y a un grand débat, comme vous le savez, sur l'indépendance des puces, sur le gros investissement que nous faisons pour fabriquer des puces ici aux États-Unis et sur la question de savoir si nous devrions exporter certains types de puces vers la Chine. Où en sommes-nous dans notre chemin vers l'indépendance en matière de puces? Et penses-tu que c'est un objectif valable? Nous en sommes à une dizaine d'années, voire 2 décennies, d'indépendance en termes de chaîne d'approvisionnement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nos systèmes sont composés de 35 000 pièces, dont 8 viennent de TSMC, et la chaîne d'approvisionnement, quand on y réfléchit, se trouve en grande partie à Taïwan. Il y en a beaucoup à Taïwan, mais aussi partout dans le monde. L'indépendance de la chaîne d'approvisionnement va être vraiment difficile. Nous devrions essayer, nous devrions en avoir l'ambition, nous devrions absolument poursuivre ce chemin, mais l'indépendance totale de la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas une chose réalisable dans les 10 ou 20 prochaines années. Une autre chose qui se passe, comme vous le savez très bien, c'est que le gouvernement américain vous a effectivement dit que vous devez limiter la vitesse des puces que vous exportez vers la Chine. Cela a un impact sur votre entreprise. Mais je suis curieux de savoir comment tu vois cela aussi géopolitiquement en tant qu'entreprise.
en ce qui concerne les préoccupations de sécurité nationale. Jamie Dimon et moi parlions plutôt de la question de savoir avec quelles entreprises vous devriez faire des affaires. Devriez-vous faire des affaires avec la Chine ou non, compte tenu de toutes les préoccupations qu'ont les gens à ce sujet? Eh bien, d'un point de vue des principes de base, nous sommes une entreprise qui a été construite pour faire des affaires. Et donc, nous essayons de faire des affaires avec tout le monde. D'un autre côté, la sécurité nationale est importante et notre compétitivité nationale est importante. Il faut donc trouver un équilibre. Cela a du sens. Notre pays veut évidemment que notre industrie, d'une part, soit réussie, qu'elle mène le monde, qu'elle invente des technologies incroyables, qu'elle soit indépendante technologiquement et qu'elle soit le leader mondial de la technologie. Mais, d'autre part, nous devons nous assurer que nous préservons la sécurité nationale. Nos régulations permettent cela. La technologie la plus critique que nous fabriquons, le tout dernier progrès technologique, n'est pas mise à la disposition de la Chine. Et donc, ce que nous devons faire, c'est que la nouvelle régulation vient juste de sortir. Une régulation est sortie il y a un an et une autre est sortie cette année. Nous devons donc développer de nouvelles puces qui respectent la réglementation. Une fois que nous serons conformes à la régulation, nous retournerons sur le marché et nous ferons de notre mieux. Penses-tu que cette régulation est une bonne idée? Parce que j'ai entendu dire que tu pensais que, en limitant la vitesse de ces puces, nous nous faisons inspirer et créer des concurrents dans des endroits comme la Chine que nous ne pouvons pas contrôler. C'est ce que tu penses? Écoute, il y a toujours des conséquences imprévues dans tout ce que nous faisons, dans des systèmes complexes. Si nous voulons limiter l'accès à la technologie comme NVIDIA, peut-être que ça ne changera pas grand-chose. Et qui trouveront un moyen de l'obtenir ou de stimuler leur propre industrie locale. Il y a une cinquantaine d'entreprises en Chine qui sont en train de se développer et qui vont fournir cette technologie. Donc, vous savez, c'est une situation complexe. Alors, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez faire vos propres choix, mais l'autre chose qui est arrivée littéralement ces derniers mois, c'est que Huawei a sorti un nouveau téléphone. Et cela a surpris tout le monde en termes de puces dans ce téléphone, en termes de puces à 7 nanomètres. Il y avait l'idée que la Chine ne parviendrait jamais à cela, que nous avions un réel avantage sur eux avec des années d'avance. Est-ce que vous avez été surpris par cela? Les rumeurs à ce sujet circulaient depuis longtemps. Alors, étions-nous surpris? Je ne pense pas. Je ne pense pas que quiconque dans l'industrie ait vraiment été surpris. Et est-il possible de prendre une technologie de 16 nanomètres et de la réduire à 7 nanomètres? Ce sont juste des chiffres, en réalité. Est-ce vraiment du 7 nanomètres? Est-ce qu'ils l'ont réduit à quelque chose de suffisamment bon pour fabriquer un téléphone avec? Oui, je pense que c'est le cas. Donc je pense qu'il n'y a pas de magie dans ces chiffres. Comme tu le sais, c'est juste un chiffre. Mais la question est, quel est notre avantage sur eux selon vous dans les semi-conducteurs? Oui, dans les semi-conducteurs, tu sais, on peut parler d'une décennie, tu sais, tu pourrais dire une décennie, mais pourrais-tu prendre une technologie vieille de 10 ans et l'exploiter au maximum pour en faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on ferait avec une technologie plus moderne, par exemple, d'il y a 5 ans? Oui, probablement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens très intelligents un peu partout dans le monde qui essaient d'en tirer le meilleur. Je vais te poser une question différente. Il y a une entreprise appelée ASML aux Pays-Bas qui est en quelque sorte responsable de toutes les puces que tout le monde fabrique. Certaines personnes pourraient les qualifier de monopole. Quelle est leur influence dans tout cela et devons-nous nous inquiéter de leur pouvoir? Eh bien, beaucoup de gens dépendent d'eux pour construire les instruments et ils fabriquent de très très bons instruments. Et la technologie est très complexe, ça leur a pris beaucoup de temps pour la développer. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne voudraient pas la fournir au monde. Donc je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais je ne suis pas inquiet. Je ne me suis pas réveillé ce matin en étant préoccupé par ASML. Je pense qu'ils sont un excellent fournisseur et qu'ils sont motivés pour nous approvisionner.
Et donc je pense que les incitations de tout le monde sont alignées. Je veux vous poser une question sur la gestion, car c'est tout simplement fascinant compte tenu du succès de cette entreprise. Vous dites constamment, même à ce stade du jeu, je fais tout ce que je peux pour ne pas faire faillite. Je fais tout ce que je peux pour ne pas échouer. C'est comme un mantra au sein de l'entreprise, même à ce stade. D'où vient cela? De quoi s'agit-il? Je pense que quand tu construis une entreprise à partir de zéro et que tu traverses de vraies adversités et que tu fais vraiment l'expérience de presque faire faillite plusieurs fois, ce sentiment reste avec toi. Je me réveille chaque matin dans un état de préoccupation et je ne me réveille pas fier et confiant. Je me réveille inquiet et préoccupé par ce qui pourrait arriver. Donc ça dépend de quel côté du lit tu te lèves. C'est l'idée d'Andy Grove, seuls les paranoïaques survivent. Eh bien, je pense que la paranoïa a besoin de thérapie. Je ne pense pas que les gens essaient de me mettre en faillite. Je sais probablement qu'ils n'essaient pas de le faire. Donc c'est différent. Et donc je vis dans cet état où en partie je suis désespéré, en partie aspirant à réussir et en partie OK. Eh bien, laissez-moi vous poser une question à ce sujet. Vous avez dit cela au New Yorker, et je trouvais cela fascinant. Cela revient à cette idée d'échec ou de peur de l'échec. Mais vous avez dit ceci, et c'est une question égoïste. Vous avez dit, je trouve que je réfléchis mieux lorsque je suis confronté à l'adversité. Et ensuite, vous avez dit, mon rythme cardiaque diminue en cas d'adversité. Mon rythme cardiaque augmente beaucoup. Eh bien, voyons, je pense que pendant l'adversité, vous êtes plus concentré. Et lorsque vous êtes plus concentré, vous performez mieux. J'aime, vous savez, les 5 dernières minutes avant quelque chose, vous êtes plus concentré. J'aime donc vivre dans cet état où nous sommes sur le point de périr, et tout, vous savez. J'apprécie cette condition et je donne le meilleur de moi-même dans cette condition. J'aime rentrer chez moi et dire à ma femme que j'ai sauvé l'entreprise aujourd'hui. Peut-être que ce n'était pas vrai, mais j'aime le penser. Une autre question. Nous avons beaucoup de dirigeants et de PDG ici, et je pense qu'ils seront surpris d'entendre ça. Tu as 50 subordonnés directs. La plupart des gens diraient, je ne sais pas si nous avons des consultants dans la salle, mais ce serait plutôt une demi-douzaine, peut-être une dizaine, et ça devrait être la limite. Quelle est ta philosophie ou ta théorie sur ce sujet? Les personnes qui dépendent directement du PDG devraient nécessiter le moins d'attention possible. Je ne pense pas qu'elles aient besoin de conseils de vie ou d'orientation de carrière. Elles devraient être au sommet de leur art, incroyablement bonnes dans leur domaine. Et sauf si elles ont vraiment besoin de mon aide personnelle, elles devraient nécessiter très peu de gestion. Je pense donc qu'en ayant plus de subordonnés directs, on réduit le nombre de couches dans l'entreprise, ce qui permet à l'information de circuler de manière fluide. Cela garantit également que tout le monde a accès à l'information et est donc habilité à prendre des décisions. Notre entreprise fonctionne mieux ainsi, car tout le monde est aligné et informé de ce qui se passe. J'aimerais maintenant ouvrir la séance de questions dans un instant, alors n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous repérer. Mais avant cela, je vais vous poser cette question. Vous avez fait un podcast récemment et il y a eu beaucoup de titres à ce sujet, et vous avez dit pendant ce podcast que si vous pouviez tout recommencer, c'est-à-dire, si vous pouviez recommencer NVIDIA à partir de zéro, vous ne le feriez pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Pourquoi? Je veux dire, vous avez accompli quelque chose d'incroyable. Vous êtes personnellement valorisé à 40 milliards de dollars. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout d'abord, vous savez, je pense que ce serait malhonnête de dire que cela ne valait le coup. J'apprécie beaucoup de bonnes choses dans la vie. J'ai une grande famille, nous avons construit une grande entreprise. Tout cela en vaut la peine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si les gens réalisaient à quel point quelque chose peut être difficile, et si j'avais su à quel point c'était difficile, combien de fois nous allions échouer, à quel point le plan d'affaires initial n'avait aucune chance de réussir, et que presque tous les fondateurs avec lesquels nous avons construit l'entreprise, nous avons dû réapprendre pratiquement tout ce qu'il fallait savoir.
Si j'avais su tout ce que je devais savoir pour être un PDG, tout ce que nous devions résoudre pour devenir ce que nous sommes, cette montagne de travail, cette montagne de défis, cette montagne d'adversité et de revers, un peu d'humiliation et beaucoup de honte, si vous m'aviez tout mis sur la table en 1993 devant un jeune de 29 ans, je ne pense pas que je l'aurais fait. Je me serais dit qu'il n'y a aucune chance que je sache tout ça, aucune chance que je puisse tout apprendre, aucune chance qu'on puisse surmonter tout ça, aucune chance que ce plan de jeu fonctionne. C'est ça que je voulais dire. Je pense que l'ignorance des entrepreneurs, cette attitude que j'essaie de garder aujourd'hui, c'est de se dire combien ça pourrait être difficile. Vous abordez la vie avec cette mentalité de si eux ils peuvent le faire, je peux le faire. Cette attitude est complètement utile, mais elle est aussi complètement erronée. Elle est très utile car elle vous donne du courage, mais elle est erronée parce que, en réalité, c'est bien plus difficile que ce que l'on pense. Et la quantité de compétences nécessaires, la quantité de connaissances qu'il faut, je pense que c'est l'une de ces expériences de jeunesse où on pense qu'on peut tout affronter sans voir toute l'ampleur de la difficulté. Essayons de glisser une ou deux questions si nous le pouvons. Je sais que Ron Conway avait une question la dernière fois à un autre moment. Je ne sais pas s'il est toujours dans la salle. Je sentais que je devais lui donner une opportunité, mais je vois Gary Lauder là-bas. Salut Gary. Il y a beaucoup de startups et de non-startups travaillant sur des puces d'IA optimisées pour les LLM. Elles prétendent être beaucoup plus efficaces et économes en énergie que les GPU. Pouvez-vous parler de ce que vous prévoyez à cet égard? Oui, tout d'abord, c'est l'une des grandes observations que nous avons faites. Vous savez, nous avons réalisé que l'apprentissage profond en IA n'était pas un problème de puce. C'est une réinvention du problème informatique. Tout depuis le fonctionnement de l'ordinateur, le fonctionnement des logiciels informatiques, le type de logiciel qu'il allait écrire, la manière dont nous l'écrivons, la manière dont nous développons des logiciels aujourd'hui en utilisant l'IA pour créer de l'IA, cette méthode de création de logiciels est fondamentalement différente de celle que nous utilisions auparavant. Donc, chaque aspect de l'informatique est modifié. Et en fait, l'une des choses que les gens ne réalisent pas, c'est que la grande majorité de l'informatique aujourd'hui est un modèle de récupération. Ce qui signifie que tout ce que vous avez à faire est de vous demander ce qui se passe lorsque vous touchez votre téléphone. Quelques électrons se dirigent vers un centre de données quelque part, récupèrent un fichier et vous le renvoient. À l'avenir, la grande majorité de l'informatique sera récupération plus génération. Et donc, la manière dont l'informatique est effectuée est fondamentalement modifiée. Maintenant, nous avons observé cela et réalisé cela il y a environ une décennie et demie. Je pense que beaucoup de gens essaient encore de comprendre cela. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les gens disent que nous sommes pratiquement la seule entreprise à le faire. C'est probablement parce que nous sommes la seule entreprise à l'avoir compris et les gens essaient encore de le comprendre. Vous ne pouvez pas résoudre cette nouvelle manière de faire de l'informatique simplement en concevant une puce. Chaque aspect de l'ordinateur a été fondamentalement modifié. Donc, tout, du réseau au commutateur, à la manière dont les ordinateurs sont conçus eux-mêmes, tous les logiciels qui se trouvent au-dessus et la méthodologie qui rassemble tout cela, c'est un gros problème parce que c'est une réinvention complète de l'industrie informatique. Et maintenant, nous avons $1 trillion de centres de données dans le monde. Tout ça va être rééquipé. C'est ça l'aspect incroyable. Nous sommes au début d'une toute nouvelle génération d'informatique. Cela n'a pas été réinventé depuis 60 ans. C'est pourquoi c'est un si gros problème. C'est difficile pour les gens de s'y retrouver. Mais c'était la grande observation que nous avons faite. Cela inclut une puce, mais ce n'est pas à propos de cette puce. Jensen Huang, merci beaucoup à tous. Merci à tous.